C'est parti. Bien, bonsoir, Monsieur Laurent Benoudiz, président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Paris. Donc, actuellement, j'auditionne en tant que député membre de cette commission d'information sur les entreprises en difficulté, donc des personnalités et tous ceux qui, de près ou de loin, accompagnent les entreprises. Donc, après les auditions en région de la présidente de l'Ordre, des administrateurs. À Paris, j'ai auditionné la semaine dernière le président du CIP, William Naoum, et le président de la compagnie de Paris, Vincent Régnier. Aujourd'hui, c'est le président de la région, je dirais, la plus grande après Marseille, non? Toujours. Mais juste après. Voilà. Non, je sais qu'au niveau régional, les experts comptables dans toutes les régions, bien sûr, accompagnent les entreprises, mais à Paris, je pense que vous avez non seulement réfléchi, mais aujourd'hui proposé des actions en direction de la profession pour accompagner les entreprises en difficulté, notamment avec la crise que nous connaissons, hein, et puis celle qui va pas tarder malheureusement à arriver avec la fin des PGE, les remboursements, des entreprises qui sont endettées, etc. etc. Voilà, donc je vous laisse me dire en gros ce que vous avez, enfin en tout cas ce que vous mettez en place au niveau de la région Paris. Tout à fait. Bon, on a déjà, à mon sens, les experts comptables ont un rôle à jouer en matière de prévention des difficultés des entreprises. On sait tous que plus on anticipe ce type de situation, mieux la situation peut être gérée par derrière. Et il existe aujourd'hui de très nombreux dispositifs en matière de prévention qui peuvent permettre d'accompagner les entreprises avant que ce soit trop tard. La difficulté, c'est pas souvent la connaissance de ces dispositifs qui, à mon sens, sont plutôt bien connus par l'ensemble de mes confrères et mes consoeurs, mais c'est l'accès en fait à ces tribunaux de commerce. Donc ce qu'on a initié dès la fin de l'année dernière, donc il y a maintenant 3-4 mois, c'est une prise de contact avec tous les présidents des tribunaux de commerce de l'Île-de-France. Donc on a recensé en fait chaque tribunal et on lui a demandé de nous mettre en relation directement avec le magistrat qui est en charge de la prévention. Donc chaque tribunal a désigné un magistrat en charge de la prévention. On a regroupé l'ensemble de leurs coordonnées. Et on a mis en place une assistance avec eux, gratuite, anonyme et confidentielle, réservée aux experts comptables. C'est-à-dire qu'un expert comptable qui aurait un de ses clients pour lesquels il s'interroge sur la bonne procédure à suivre et sur la manière dont il peut l'engager, peut téléphoner à l'ordre des experts comptables où une personne a été formée pour recevoir ces appels et les orienter, diagnostiquer qu'on a bien affaire à une difficulté qui ressort de la compétence de ces magistrats et les mettre directement en relation. Donc on a leur portable, on a leur mail. Et donc ce qu'on souhaite faire en fait, c'est créer ce lien qui est parfois un peu compliqué. En Île-de-France, moi je suis sur Paris, mais bon, je connais un peu le président du tribunal de commerce de Paris, je connais un peu celui de Nanterre, mais je connais pas celui de Versailles. Enfin si, je le connais, parce que c'est mon frère. Mais je connais pas, voilà, je connais pas tous les présidents de tribunaux de commerce de l'ensemble du département. Et donc on a là la possibilité de prendre contact directement avec le juge en charge de la prévention dans chaque tribunal pour avoir un accompagnement dédié. On a déjà des retours très satisfaisants de ça. De la part à la fois des tribunaux de commerce, mais également des confrères qui ont utilisé le service et qui en sont ravis, puisque ça permet de diagnostiquer facilement et de trouver tout de suite les bons interlocuteurs pour accompagner au mieux nos clients dans ce moment un peu compliqué. Là, il y a eu une communication en direction de la profession, c'est ça? Oui, alors on a fait à la fois plusieurs communications par mail, mais le dossier spécial du dernier numéro du Francilien, qui est envoyé à 12 000 exemplaires, à la fois expert comptable, expert comptable stagiaire, contient un dossier spécial sur l'accompagnement des entreprises en difficulté, où on rappelle l'ensemble du dispositif, les principales mesures à mettre en place, etc. Donc on a une dizaine de pages qui ont été adressées là il y a un mois à l'ensemble des experts comptables d'Île-de-France. Il y a un travail avec le CIP ou pas? Alors, en fait, on n'est pas dans le même dispositif que le CIP. Le CIP, pour nous, c'est quelque chose qui est géré par l'ordre des experts comptables, les avocats et les chambres de commerce, en vue de répondre aux questions des entreprises directement qui n'ont pas d'experts comptables ou qui n'auraient pas. Et voilà. Là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les experts comptables eux-mêmes dans l'accompagnement de leurs clients. Donc, on ne répond au téléphone qu'à des experts comptables.
D'accord. En fait, on veut faire en sorte que les 6000 experts comptables soient des spécialistes de l'accompagnement des entreprises en difficulté. Alors, c'était ça l'idée. Et donc, pour ça, on a mis en place des formations. On en a fait deux. Une première. Ça existait avant ou alors c'est à Non, l'occasion non, de... non, ça vient d'être mis en place, ça. Ça D'accord. vient d'être mis en place. L'idée, c'est vraiment d'avoir une sorte d'allo expert réservé au traitement des difficultés des entreprises. D'accord. Ce qu'on a fait aussi, on a anticipé la situation dès le mois de mars, hein, puisqu'on avait organisé un webinaire avec le président des. Non, pardon, il n'était pas disponible, donc c'était avec Maître Thévenot, administrateur judiciaire et une avocate. On a dû avoir, je crois, 2 ou 3 000 experts comptables connectés. On a refait la même opération aux universités d'été qu'on a pu tenir début septembre. On avait encore 800 personnes qui étaient présentes dans la salle, puis ça a été rediffusé sous forme de webinaire. On a également lancé des formations gratuites pour l'ensemble des experts comptables. Et enfin, on a recommuniqué sur tout ce qui existait en fait comme offre de formation en matière d'accompagnement pour les entreprises en difficulté. Donc voilà, donc on a vraiment fait tout ce qui était possible pour Une essayer. grosse opération finalement Voilà. de communication, de Bah, sensibilisation, quoi. exactement, et donner en fait aux experts comptables les outils qui leur permettent à la fois sur le plan technique, mais également sur le plan relationnel, d'être les plus aptes à accompagner une entreprise en difficulté. Et aussi une opération de connexion Ah voilà, au Michael. réseau Monsieur Michael Brun, qui est le secrétaire général de l'Ordre des experts comptables. C'est bien ça, monsieur Michael. Vous savez que vous êtes enregistré. Bonjour monsieur le député, ravi d'être avec vous. Oui, je disais que c'était aussi une opération de communication certes, mais aussi de connexion au réseau. Parce que, comme Laurent l'a dit, je pense en introduction, c'est la plus grande difficulté, c'est de se connecter avec les tribunaux et les juges consulaires. Donc cette opération, c'était aussi de permettre aux deux professionnels, experts comptables et juges, d'être connectés via l'ordre. C'est un Exactement. petit peu ce que les juges reprochent à la profession. Tout à fait. Manque de connaissance des procédures, etc. Donc ça, on l'a entendu lors de certaines auditions où il y a ce reproche. Donc c'est une bonne opération que vous faites de communication, en tout cas, ou de sensibilisation. Alors, aujourd'hui, il y a tout un pan d'entreprise où il n'y a plus le professionnel qui est alerté sur les difficultés. En gros, le commissaire aux comptes. On connaît la mission aussi de l'expert comptable qui ne peut pas procéder à de telles alertes. Qu'est-ce que vous imaginez pendant cette période, en tout cas, qui risque d'être critique dans les mois à venir? Comment forcer la main, finalement, à un chef d'entreprise qui est en difficulté, pas trop pour le sauver, parfois malheureusement, parce qu'il va au dépôt de bilan, voire en liquidation judiciaire, et je connais ça dans ma circonscription. Mais comment éviter que d'autres succombent à leur tour? En gros, comment arrêter l'hémorragie, quoi. Et ça, on le sait quand on est un professionnel comme vous. Ouais, en fait, enfin, toute la difficulté dans de la prévention, c'est justement de prévenir. Voilà, c'est-à-dire que si on attrape le dossier au moment où il n'y a plus de solution, on ne va pas s'en sortir. Donc, toute la communication qu'on a essayé d'axer ces 10 derniers mois, hein, puisque ça fait depuis le mois de mars de l'année dernière qu'on est sur ce sujet, c'est de bien réexpliquer tout ce qui existe en matière de prévention. Mandat ad hoc, la conciliation, donner les contacts pour pouvoir facilement rentrer en relation avec un administrateur judiciaire, un avocat, un magistrat en charge de la prévention, et essayer de faire en sorte que l'expert comptable, ce que la plupart ont déjà commencé à comprendre, mais le client comprenne que le tribunal de commerce n'est pas là pour les sanctionner, n'est pas là pour les punir, mais bien là pour les accompagner. Et plus on est capable de prendre le dossier en amont, dès maintenant, en anticipant des difficultés à venir, lorsque le soutien de l'État va commencer à se tarir, lorsque l'activité va reprendre une activité normale et que les aides vont s'arrêter, on sait qu'il va y avoir un certain nombre d'entreprises qui ne vont pas pouvoir faire face aux dettes, ne vont pas pouvoir faire face aux difficultés. Et donc, c'est maintenant qu'on pense qu'il faut agir pour prévenir une situation qui sera critique et définitive dans quelques mois. OK pour la prévention.
pour la prévention et trouver des solutions en fait, pour sauver l'entreprise. Mais celles, malheureusement, on sait que de toute façon, elles sont condamnées. On sait très bien qu'un chef d'entreprise n'ira pas de lui-même au tribunal parce qu'il y a cette crainte, puis il y a la peur de perdre tout simplement peut-être le fruit de toute une vie. Mais comment arrêter à un moment donné, comment inciter, parce que bon, en dehors du conseil, mais comment obliger finalement à protéger les parties prenantes, c'est-à-dire les sous-traitants et l'administration, en tout cas tous ceux qui vont subir des dégâts en cas de disparition de l'entreprise. En fait, sans avoir un commissaire aux comptes, bien sûr, dans le dossier. Non, j'entends bien. Enfin, Alors, en plus gros, faut-il un dispositif Voilà. législatif pour y remédier? Voilà, je vois bien ce que vous avez en tête. À mon sens, imposer à l'expert comptable une sorte de devoir d'alerte serait contre-productif. La relation de confiance qu'on a avec notre client n'existe que parce qu'on a ce secret professionnel qui nous permet de ne pas, lorsqu'on rencontre un client qui va nous parler de ses difficultés, se retourner le lendemain matin pour envoyer un courrier au tribunal de commerce. Il faut que les experts comptables et en Seattle soient d'eux-mêmes les premiers à accompagner leurs clients dans la rencontre avec le tribunal de commerce. Et il faut que ça se fasse de manière spontanée et de manière non coercitive. Si on essaye de mettre en place un dispositif qui impose aux experts comptables des déclarations, il va s'éloigner, enfin, le client va s'éloigner de son expert comptable et au contraire, la situation ne risque, à mon sens, que d'empirer. C'est-à-dire que si le client se dit ah là là, mais si je veux avoir mon expert comptable et je lui dis que j'ai un problème, voilà. Beaucoup imaginent que l'expert comptable a une information quotidienne de l'état de santé de ses clients. En vérité, c'est loin d'être le cas. On a des clients qui sont parfois dans des régimes d'imposition simplifiés et parfois la comptabilité n'est tenue qu'une fois par an lorsqu'on a le rendez-vous où on nous remet ses pièces de l'année. Donc on n'a pas une vigilance continue et permanente sur un dossier comme on pourrait l'imaginer. Lorsqu'on a par contre des relations qui sont étroites avec nos clients et qu'on voit que la situation va devenir compliquée, la plupart des experts comptables, si ce n'est tous, sont capables d'orienter le client dans les bonnes procédures à suivre. Ok. Là, il y a aussi ce qu'on appelle les signaux aujourd'hui faibles, qui sont connus quasiment, je dirais, de l'ensemble de l'environnement de l'entreprise. Faut-il aller, comme certains le pensent, vers l'autosaisine par le président du tribunal de commerce, pardon? Monsieur le président, monsieur le député, juste pour ajouter quelque chose à ce que disait Laurent, en fait, ce qui nous remonte souvent de la part des experts comptables ou même des chefs d'entreprise, c'est que fermer une entreprise, ça peut être compliqué et coûteux. Donc il y a aussi ce sujet-là qui remonte et qui revient. Et quand vous parliez de stopper l'hémorragie, c'est-à-dire peut-être fermer au bon moment ou éviter d'aller vers du pire, il y a peut-être aussi ça sur lequel les parlementaires peuvent travailler, c'est simplifier en fait la liquidation et peut-être la rendre un peu moins chère. C'est-à-dire, c'est le coût du redressement judiciaire, par exemple, ou de la liquidation? Oui, en fait, mais l'entreprise qui a du mal à faire face au coût d'une mesure d'accompagnement et de prévention, c'est qu'elle doit effectivement partir en liquidation. Hein, parce que, d'abord, il y a la loi. On doit procéder au dépôt de bilan dans les 45 jours. Exactement. Etc. Mais, alors, quand je dis l'autosaisine par le tribunal, c'est pour obliger finalement le chef d'entreprise à venir au tribunal. Et donc, finalement, c'est même pas l'entretien avec le président. Celui-là, il existe. Souvent, on prend rendez-vous, effectivement, le chef d'entreprise peut très bien exposer ses difficultés au tribunal, mais la procédure ne peut pas être enclenchée. Malheureusement, parfois, il n'y a pas d'autre solution que le dépôt, la liquidation. Alors, dépôt, liquidation, je ne sais pas si ça coûte cher. De par ma profession, je sais que ça peut coûter zéro. Ouais, bien sûr. Voilà, y compris les frais du tribunal de commerce à mettre au passif. Mais le rôle de l'expert comptable, il est aussi de conseiller. Il y a un devoir de conseil.
Qu'est-ce qu'ils pourraient utiliser comme outil pour forcer un petit peu la main aux chefs d'entreprise? Enfin, quand on en arrive à cette situation, en général, le chef d'entreprise est à bout nerveusement. Et ce qu'il On n'est contraint. pas dans la prévention, là, on sait qu'on a que, à s'en sortir. mais, À voilà, un moment donné, voilà, il y a un mur, il n'y a plus de direction, il n'y a plus de… ce qui le contraint à se résigner à déposer le bilan pour partir à liquidation, c'est la possibilité de faire face au paiement des salaires. En pratique, c'est comme ça que ça marche. On essaie de tirer sur les fournisseurs, on appelle le banquier tous les matins, et puis le jour où, à la fin du mois, on ne peut pas faire les salaires, on arrête les frais. Voilà, donc c'est souvent comme ça que ça se passe. Est-ce que cette situation tend à empirer le passif? J'en suis pas certain, parce que en vérité, la dégradation peut arriver assez subitement, en fait. Et le fait d'avoir poursuivi une exploitation, elle n'était pas nécessairement déficitaire, mais elle ne permettait pas de remonter la pente. Lorsqu'on a connu une perte importante, notamment liée à la crise sanitaire, c'est pas la tentative qu'on va avoir peut-être à la rentrée de septembre de fonctionner qui va aggraver la situation. La situation, elle est déjà bien aggravée aujourd'hui. Donc, j'ai été alerté sur les entreprises aujourd'hui qui bénéficient d'aide suite aux difficultés d'abord sanitaires et aujourd'hui économiques. Donc, il y a les aides de l'État, mais par contre, tous ceux qui ont acheté des fonds de commerce en 2020, aujourd'hui, n'ont pas d'aide et vont probablement perdre non seulement l'investissement, puisqu'ils ont acheté un fonds de commerce. Imaginons celui qui a acheté un fonds de commerce de restaurant dans une station de ski, il n'a pas d'aide aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait peut-être pousser un peu dans ce sens? Parce que le chiffre d'affaires de référence, lui, il ne l'a pas, mais le prédécesseur, certainement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que ça peut être un dispositif tout à fait intéressant. Bon, après, il s'avère que j'ai eu le cas d'un de mes clients qui a signé une acquisition d'un fonds de commerce début mars. Donc, il se retrouve sans avoir pu ouvrir du tout le restaurant. Lorsque la banque est compréhensive et accepte de décaler les échéances jusqu'à ce qu'on retrouve, voilà. Après, il reste le paiement du loyer qui peut poser difficulté. Mais bon, il n'y a pas de salaire, on a quand même pas mal d'économies qui sont faites. Mais il est clair que la situation, si on n'a pas de réserve financière, peut se retrouver tout de suite dramatique. Et là, c'est la ruine. Non seulement on a la caution sur l'emprunt qu'il faut rembourser, et la possibilité d'exploiter le restaurant. Les dispositifs tels qu'ils ont été jusqu'à présent votés puis pour accompagner les entreprises, vous paraissent-ils suffisants ou faut-il encore d'autres outils? Non, je trouve que… Notamment, je pense par exemple au PGE qui peut être différé d'un an, mais doit être remboursé dans les 4 ans suivants. Donc, ça fait 2 plus 4. Faut-il aller sur un délai plus long? Oui. Je pense qu'il est quand même important de préserver un peu les finances de l'État et j'ai du mal à penser qu'on puisse distribuer des abandons de manière massive sans discernement. Je pense qu'au cas par cas… Abandon, là, simplement de jouer sur les délais. On peut allonger les délais. Je pense que ce qui serait plus utile, c'est qu'une entreprise qui est viable, c'est-à-dire qu'elle a une exploitation qui est bénéficiaire, mais qui se retrouve avec une dette qui est insupportable, auquel elle ne peut pas faire face. On peut, au cas par cas, avec l'accompagnement d'un expert comptable, imaginer pouvoir négocier des abandons partiels de la dette. Ça permettrait à l'entreprise de poursuivre son activité, je parle d'une petite entreprise, sans qu'elle ait besoin de faire face à des remboursements qui vont la mettre en difficulté. Voilà le cas de figure sur lesquels on devrait pouvoir obtenir des abandons partiels de PGE. Le remboursement de PGE. Ouais. Non, en fait, l'idée, c'est que si tu gagnes en revenant à la normale, je sais pas, 50 000 € par an, tu peux pas rembourser 500 000 €. Voilà. D'accord, oui. Et c'est pas en étalant sur 10 ans la dette que tu vas accepter de rentrer dans ce dispositif. On peut pas imaginer qu'un chef d'entreprise passe 10 années de sa vie à rembourser bosser pour Covid.
Donc, je ne suis pas certain que l'étalement sur la durée soit compatible avec l'énergie qu'un chef d'entreprise doit déployer tous les matins pour aller bosser. Donc soit on arrive à réduire une partie de la dette pour qu'il puisse y faire face et conserver une petite capacité d'investissement, une petite capacité d'entreprendre. Soit on arrête les frais, parce que évidemment le passif est trop important. Donc, jouer sur l'étalement, en fait, c'est rajouter encore des boulets aux pieds de la chef d'entreprise sur une grosse durée. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de payer sur une durée raisonnable. Ça va poser un problème. Est-ce que vous voyez d'autres dispositifs pour sauver le plus d'entreprises possible? Alors, je pense que, honnêtement, je trouve que le dispositif qui a été mis en place par l'État est plutôt efficace. On a quelques retards aujourd'hui de délai dans le paiement du fonds de solidarité qui commence à poser problème, mais il faut se prémunir contre la fraude, ça me semble une certitude. Voilà, on a échangé avec le Conseil supérieur Lionel Canesi pour essayer de faire valoir l'intérêt que pourrait avoir le gouvernement à confier aux experts comptables une mission de tiers de confiance pour certifier les données économiques de l'entreprise et garantir un paiement rapide du fonds de solidarité. Voilà, on pense que… Pour une attestation de l'expert comptable. Exactement. En fait, on a vu Bruno Le Maire annoncer qu'il allait recruter 250 personnes pour accompagner les services des impôts qui étaient débordés par les demandes de fonds de solidarité qu'il fallait contrôler. Je pense que c'est un job qui peut être fait en partie par les experts comptables qui connaissent leurs clients et peuvent attester de la réalité des chiffres qui sont indiqués et garantir en fait l'absence de fraude des données publiques. C'est ce qui commence à remonter du terrain, à savoir que les PGE servent à rembourser des comptes courants, à prendre des dividendes et puis à déposer les bilans, quoi. Alors, je ne pense pas qu'on ait des statistiques énormes à ce niveau-là. Et pour avoir auditionné quelques administrateurs, c'est un petit peu ce qui ressort de certains dossiers, quoi. Mais je ne pense pas que ça soit la majorité. La majorité, aujourd'hui, des entreprises qui ont eu recours au PGE, c'était plus des PGE de précaution. Oui. Qui dorment aujourd'hui simplement dans les banques. Moi, je n'ai pas connaissance de situations comme celle-ci. Après que certains fassent usage du PGE pour procéder à des acquisitions de fonds de commerce ou des acquisitions de sociétés, ça c'est possible. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment contraire à l'esprit du législateur? Je ne pense pas. La situation est dégradée et peut-être qu'en reprenant un concurrent, on s'en sortira mieux qu'en étant tout seul dans son coin. Donc, utiliser le PGE pour reprendre une entreprise concurrente et se regrouper me semble être plutôt opportun en termes de business. Après, effectivement, distribuer des dividendes ou se rembourser un compte courant, c'est peut-être pas l'objet. Là, on est bien d'accord. Bien, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Donc, on arrête notre enregistrement.